Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Homo Ethicus. Je m'appelle Julien Burgos et avec ce podcast, j'ai envie de partager avec vous des sources d'inspiration et de réflexion pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, mieux comprendre les comportements de l'être humain et surtout réfléchir à notre éthique de vie pour que nous puissions passer de l'ère de l'Homo economicus à celle de l'Homo Ethicus. Et oui, rien que ça. Et si vous voulez comprendre l'objectif de ce podcast, je vous encourage d'écouter l'épisode 0 dans lequel je vous présentais les raisons pour lesquelles j'ai créé ce podcast. Et pour ne rater aucun épisode, je vous invite à vous inscrire au podcast sur iTunes ou sur votre plateforme préférée et à laisser vos commentaires et avis. Vendredi 19 avril 2019 a été une journée importante pour les activistes climatiques. Plusieurs ONG environnementales, parmi lesquelles Greenpeace, les Amis de la Terre et ANV COP21, ANV qui veut dire Action non violente, ont organisé un grand événement de désobéissance civile en France. Plus de 2000 militants ont bloqué toute la journée les entrées des sièges de Total, d'EDF, de la Société Générale et des locaux du ministère de la Transition écologique et solidaire, avec le mot d'ordre « Bloquons la République des pollueurs ». C'est un mouvement de désobéissance civile qui est non violent, et en ce sens il peut être opposé aux manifestations des Gilets jaunes dont certains éléments utilisent la violence. D'ailleurs, dans un article sur le site internet du journal Le Monde consacré à cet événement, le journaliste écrit que les militants climatiques estiment ne pas être entendus comparés aux Gilets jaunes. Et il faut avouer que le 19 avril, c'est-à-dire le jour de ce mouvement, la une du site du journal Le Monde était un article sur les possibles violences lors de la prochaine manifestation des Gilets jaunes. Et le samedi 20 avril, il n'y avait aucun article couvrant cet événement sur les sites des principaux médias traditionnels, Libération, l'Obs, l'Express et le Figaro. Seul Le Monde et Mediapart y consacraient quelques articles, mais la une de ces médias traitait des Gilets jaunes. Alors est-ce que le climat et les écolos ne présentent pas assez d'intérêt, ou est-ce que les approches non violentes ont un impact trop limité pour attirer l'attention des médias pendant plus de quelques heures ? Il est intéressant de revenir sur cette idée de la non-violence alors que se prépare une nouvelle manifestation importante des Gilets jaunes pour le 1er mai et que ce mouvement restera dans l'histoire française à la fois pour la violence venant de certains Gilets jaunes, pour celle émanant des forces de l'ordre bien entendu, et sans oublier la violence verbale des chroniqueurs et hommes politiques anti-Gilets jaunes. Dans cet épisode donc de ce podcast, je vais revenir sur cette idée de non-violence dans les mouvements sociaux actuels et notamment à la lumière du livre « Comment la non-violence protège l'État », paru en 2007 et écrit par Peter Gelderloos, un anarchiste libertaire canadien. Le livre, publié à l'origine en anglais, n'a été publié en français que l'année passée, en 2018, aux éditions Libra. Il est aussi disponible sur Internet et c'est cette version que j'ai utilisée. Le sujet d'autre part est tellement vaste que je poursuivrai la présentation de ce livre dans un second épisode. Alors avant tout, je tiens à dire que je suis moi-même plutôt un adepte de la non-violence. J'ai lu d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt la récente biographie écrite par Sylvie Laurent sur Martin Luther King, un livre que je recommande. Par ailleurs, j'ai aussi écouté l'interview sur Thinkerview de John Palais, un des membres de ANV COP21, et aussi de Jean-Marie Muller, qui est un des papes de la non-violence en France. Il est un des membres fondateurs du mouvement pour une alternative non-violente, MAN, et a fait des conférences dans de très nombreux pays sur le thème de la non-violence. Et pour être honnête, en fait, cette interview a eu l'effet exactement inverse que celui espéré. Je pensais être conforté dans mes idées sur la non-violence et au contraire, la platitude et la superficialité des propos de M. Muller dans cette interview m'ont stupéfait et j'ai commencé à me demander si la non-violence était bien la solution. D'une certaine manière, le fondateur du mouvement pour une alternative non-violente m'a détourné de la non-violence. Alors lorsque j'ai entendu parler de ce texte, comment la non-violence protège l'État, je me suis dit qu'il fallait lire ce livre pour mettre à l'épreuve ce concept, et je dois avouer que ce fut une lecture très intéressante qui m'a permis de remettre en cause certaines idées. Dans l'introduction, Gelderloos, l'auteur, constate que l'utilisation de la violence dans les mouvements sociaux est presque tabou. Rien que le fait de mentionner la violence dans une discussion est souvent considéré comme un blasphème. Pour les militants pacifistes, il faut bannir les activistes qui ne sont pas 100% non violents. Et de manière générale, c'est le discours non violent qui a pris le dessus, avec la presque béatification de deux figures principales, Gandhi et Martin Luther King, qui sont sans cesse brandis comme des totems, des cautions indéboulonnables de la réussite incontestable de la non-violence. Même M. Miller, dont je parlais avant, les a utilisés dans son interview.
Alors cette question de la non-violence dans les mouvements sociaux est complexe et on voit bien que les médias traditionnels utilisent ce problème pour toujours poser la même question. Est-ce que vous appuyez cette violence? Et les interlocuteurs sont sommés de dénoncer cette violence et de la condamner avant de pouvoir poser d'autres arguments. L'utilisation de la violence est largement diabolisée par les médias qui préfèrent les manifestations pacifiques, les Greta Thunberg, qui ont de jolis messages mais qui, jusqu'à présent, ont très peu d'impact sur les politiques. Cependant, il faut reconnaître que l'utilisation de la violence donne une excuse aux médias et aux politiques pour ne pas parler des problèmes de fond, mais pour uniquement critiquer les actes violents sans avoir besoin de se justifier. Donc il n'est pas sûr que la violence soit plus efficace, mais nous allons voir que c'est plus complexe que cela. D'ailleurs, dans l'ébauche de préambule du texte dans la version informatique, les traducteurs posent déjà quelques idées intéressantes et ils citent Günther Anders, un penseur allemand, qui a écrit « C'est précisément parce que je suis un rationaliste que je me prononce contre la raison et les arguments. Seuls les illuminés surestiment la force de la raison. La première tâche qui incombe aux rationalistes, c'est de ne se faire aucune illusion sur la force de la raison, sur sa force de conviction. C'est pour cela que j'aboutirai toujours à la même conclusion. La non-violence ne vaut rien contre la violence. » Cette phrase est très puissante, non? En effet, on ne peut que constater l'inefficacité de la raison pour convaincre les personnes. Si la raison était suffisante, alors nous n'aurions aucun problème. Les solutions seraient tout de suite trouvées puisque les gens seraient déjà convaincus de la nécessité de changer la politique. Or, nous avons des citoyens et des hommes et femmes politiques qui sont conscients du dérèglement climatique, ils sont informés, et qui pourtant ne prennent aucune décision forte pour changer cela. Donc la raison n'est pas suffisante. Mais est-ce que ça veut dire que la violence est la solution? Pas sûr. L'idée principale du livre est la suivante. L'auteur veut montrer que la non-violence n'est pas une technique efficace de lutte sociale, et plutôt que de remettre en cause en profondeur le système, elle facilite le travail de l'État pour réprimer, critiquer et casser les mouvements sociaux, et surtout ne rien faire et continuer business as usual. L'auteur essaye donc de démontrer que les exemples qui sont présentés comme étant des réussites des tactiques non violentes doivent en fait être considérés comme des échecs, et notamment l'indépendance de l'Inde et le mouvement des Noirs américains, c'est-à-dire Gandhi et Martin Luther King. Nous allons d'abord creuser ces deux exemples, et commençons par l'Inde. L'histoire retient surtout et principalement Gandhi, mais en fait il y avait de nombreux autres leaders qui, eux, ne rejetaient pas l'utilisation de la violence. Ceux-là ont été oubliés par l'histoire, alors qu'à l'époque ils étaient connus par les Indiens. L'un d'entre eux fut même élu président du Congrès national indien à 2 reprises. D'autre part, l'auteur pose la question essentielle de savoir si ce mouvement fut réellement une victoire. Certes, l'Inde devient une nation indépendante, mais cela est probablement moins le résultat de mouvements non violents que la conséquence du contexte international, à savoir post-Seconde Guerre mondiale, la décolonisation globale et aussi du constat du coût trop important des colonies, alors qu'en fait un système néocolonial apporte presque les mêmes avantages, c'est-à-dire le contrôle des ressources, avec beaucoup moins d'inconvénients. Donc si le contexte ne l'avait pas permis, il est peu probable que l'indépendance indienne eût été possible sans violence. D'ailleurs, si l'Inde n'a pas été indépendante plus tôt, c'est bien parce que le contexte ne le permettait pas. Donc il faut relativiser la force des mouvements d'indépendance non violents. Et si on prend l'exemple de l'Algérie, on comprend bien que si un État ne veut pas lâcher sa colonie, il n'y avait plus que le choix des armes pour les partisans d'une indépendance. D'autre part, l'indépendance de l'Inde fut un succès très relatif. Partition du pays en 2 avec le Pakistan, puis en 3 avec le Bangladesh, violence entre groupes religieux qui a provoqué des milliers de morts, tensions encore existantes avec le Pakistan, avec les 2 pays qui sont détenteurs de l'arme nucléaire. Et voilà, c'est cela qu'on nous présente comme un succès de la non-violence. Le second exemple régulièrement mis en avant est donc celui du mouvement pour les droits civiques des Noirs américains et notamment la figure de Martin Luther King. Alors on est en droit de douter du succès de ce mouvement. D'abord parce que les conditions de vie des Noirs américains sont encore déplorables, la ségrégation et le racisme encore présents, même après l'élection d'un Noir à la présidence. Et d'ailleurs, il est important de souligner que Obama n'est pas un enfant des ghettos noirs américains, il n'a pas grandi dans cette réalité. Les statistiques en ce sens montrent à quel point la ségrégation et les inégalités sont présentes. Pauvreté, violence, nombre de Noirs américains emprisonnés, etc. Mais les conditions des autres minorités, les latinos et surtout les peuples indigènes sont aussi désastreuses. Et le fait que certains d'entre eux s'en sortent mieux ne veut pas dire que c'est un succès. C'est juste une minorité qui a accédé à la bourgeoisie. Certes, ils ont eu le droit de vote, mais on ne peut pas dire que ce fut un véritable succès. D'ailleurs, Martin Luther King lui-même l'avait compris, puisqu'une fois que les droits civiques ont été accordés, il comprit que le plus important était d'avoir de meilleures conditions de vie et de mettre fin à la pauvreté, donc il fallait remettre en cause le système économique qui maintenait une grande partie de la population dans la pauvreté.
Or, l'histoire consensuelle ne parle pas de cet aspect de King, on lui préfère l'aspect gentil, non violent du mouvement des droits civiques, en occultant la radicalité de ses pensées économiques qui ne sont pas étrangères à son assassinat. D'autre part, le mouvement pour les droits civiques a aussi été un mouvement violent, que ce soit à travers la figure de Malcolm X ou de celle des Black Panthers. Ces derniers sont aujourd'hui diabolisés, mais l'auteur, Galderloos donc, écrit: selon un sondage mené en 1970 par l'Institut Harris, 66% des Afro-Américains déclaraient que les activités du Black Panther Party les rendaient fiers et 83% que ce parti incarnait leur propre vue. En fait, la lutte violente a longtemps été partie intégrante de la résistance des Noirs à la suprématie blanche. Fin de la citation. Il est donc difficile d'affirmer que les droits civiques ont été accordés uniquement grâce à King ou uniquement grâce à la violence. Il s'agit d'un mélange des deux. Et en ce sens, on peut penser que les extrêmes permettent d'atteindre des compromis plus importants, car le gouvernement doit négocier, et il négocie avec des groupes modérés, mais qui peuvent utiliser la force des revendications des groupes plus extrêmes. Et alors, si les extrêmes sont modérés, les discussions, les compromis du gouvernement seront beaucoup plus faibles, car il ne se sent pas menacé. D'autre part, l'auteur prend aussi l'exemple des manifestations énormes qui ont lieu dans de nombreux pays contre la guerre en Irak en 2003. Et ce mouvement fut à l'époque considéré comme un succès grâce à l'ampleur de la participation. Cependant, leur objectif, c'est-à-dire empêcher la guerre en Irak, n'a pas été atteint. Donc c'est plutôt un échec retentissant. Certains militants semblent juger le succès de leur mouvement uniquement au nombre de participants et pas à l'impact, c'est-à-dire le changement attendu. La France, elle, n'est pas partie dans cette guerre, mais c'est surtout grâce à la conviction de nos représentants et non aux manifestations non violentes. Et pour illustrer cette idée de l'inefficacité des techniques non violentes, revenons en détail sur les combats actuels, par exemple le changement climatique, le nucléaire ou encore le glyphosate. Et commençons par le nucléaire. Greenpeace et d'autres organisations mènent des campagnes contre le nucléaire depuis des dizaines d'années. Alors pour quels résultats en France? Eh bien, il faut avouer que c'est presque nul. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas contre Greenpeace, au contraire, je partage la plupart de leurs idées. De plus, en France, une majorité de la population est maintenant contre le nucléaire, 53% selon un sondage de novembre 2018, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc peut-être que les campagnes de Greenpeace ont au moins permis de sensibiliser l'opinion, mais sans créer de vrais changements politiques. Même chose pour le glyphosate, 81% des Français sont favorables à l'interdiction. Il y a même une journée mondiale contre Monsanto, le producteur du Roundup, produit qui contient du glyphosate. C'est la seule entreprise qui a une journée contre elle, c'est énorme. Il y a eu des pétitions qui ont rencontré un succès énorme. Résultat, le Parlement européen prolonge la possibilité d'utiliser le glyphosate pour encore 5 ans, la France suit et Macron essaie d'expliquer que ce n'est pas possible d'interdire le glyphosate d'un seul coup. Alors qu'en fait, les décisions d'interdire les pesticides ont été prises lors du Grenelle de l'environnement en 2007-2008. D'autre part, certains pays le font déjà, comme par exemple le Vietnam ou Chypre. Donc peut-être que le résultat sera atteint dans quelques années, mais tellement tard qu'on a du mal à considérer cela comme une victoire. Et encore, nous ne sommes pas au bout de nos surprises, ils peuvent encore le repousser. Alors venons-en maintenant aux campagnes pour le climat, qui n'ont jamais été aussi intenses, notamment avec l'événement dont je parlais plus tôt, ces manifestations non violentes du 19 avril. Mais aussi des manifestations des lycéens tous les vendredis et les égéries du climat comme la suédoise Greta Thunberg, mais aussi des climatologues qui deviennent de plus en plus alarmistes et des événements climatiques intenses de plus en plus fréquents qui ne peuvent que nous confirmer de la réalité du changement climatique. 4 associations ont même déposé plainte contre le gouvernement pour inaction et le ministre leur a répondu en disant qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire pas grand-chose. Ici encore, l'échec des militants et même des scientifiques est patent et terriblement dramatique pour l'ensemble de nos sociétés. Encore une fois, je ne critique pas les militants que je respecte profondément, mais je fais juste le constat de l'échec. Que faut-il faire de plus pour que nos gouvernants prennent enfin ce sujet comme prioritaire? Que faut-il faire de plus pour que ce sujet soit prioritaire dans les débats politiques et non l'immigration comme ce fut le cas dans l'émission politique de France 2 récemment où étaient invitées les têtes de liste aux européennes? Dans un état où le gouvernement serait attentif aux revendications de sa population, il est probable qu'un mouvement non violent de masse parvienne à obtenir des résultats et à influencer les politiques publiques. Mais nous sommes dans un système qui n'écoute que les intérêts économiques des groupes les plus puissants. Et donc les décisions sont prises pour aider ces groupes. Par exemple, la FNSEA, le principal syndicat des exploitants agricoles, a applaudi la décision qu'ils disent pragmatique de Emmanuel Macron de prolonger l'utilisation du glyphosate.
Or, la FNSEA, c'est le syndicat des grands producteurs agricoles opposé à la Confédération paysanne. On voit déjà la différence de terme entre exploitants agricoles et paysans. Pour la FNSEA, on est dans une logique d'exploitation. Or, et comme je le répète, il faut sortir de cette logique économique, sortir de l'homo economicus pour entrer dans l'ère de l'homo ethicus. Alors certains diront bien évidemment que le gouvernement appuie les grands groupes aussi dans l'intérêt de l'ensemble de la population pour créer des emplois, etc. Sauf qu'on nous sert cet argument depuis presque 30 ans et les conditions de vie se dégradent sans cesse. Notre environnement est pollué, donc il est temps de changer ce logiciel. Et pour changer de logiciel, quelle méthode est la plus adoptée? Une approche uniquement pacifiste, avec les résultats que je viens de présenter, ou une approche qui laisse la possibilité de choisir un éventail d'actions plus diversifié? Alors bien sûr, nous pouvons aussi nous demander si les mouvements qui ont utilisé la violence ont été plus efficaces. Pas tous, c'est évident, mais quelques exemples ont tout de même permis des négociations importantes. Le mouvement des Gilets jaunes est déjà un bon exemple, puisqu'ils ont obtenu des concessions et forcé Macron à conduire son débat, même s'il faut encore attendre de voir l'impact final. La résistance à Notre-Dame-des-Landes a aussi eu des épisodes violents d'affrontement avec la police, qui ont montré qu'il serait difficile de déloger les zadistes, et ils ont eu gain de cause. Allez, un dernier exemple pour la route, mai 68. Même si l'impact final n'a pas été à la hauteur des espérances, cela a tout de même entraîné les accords de Grenelle, qui ont permis entre autres une augmentation de 35% du SMIC de l'époque. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on voit que les mouvements violents ont tout de même eu quelques résultats. Cependant, les détracteurs de la violence argumentent que la capacité d'un État à utiliser la violence est bien plus importante que celle de n'importe quel groupe de militants qui ne peuvent provoquer que des dégâts somme toute superficiels. Donc à la longue, dans une logique de violence, l'État gagnera toujours. Cependant, et en fait c'est cela qui est le plus important, la violence permet de mettre en lumière la logique répressive du pouvoir en place. Un gouvernement qui serait à l'écoute et qui, plutôt que de commander du matériel militaire pour ses forces de police, encouragerait la création d'un débat impartial, et j'insiste sur ce dernier mot puisqu'il est évident que le grand débat organisé par Macron n'a rien d'impartial et que ses conclusions sont déjà biaisées. Donc un gouvernement à l'écoute trouverait les moyens, les solutions pour diminuer la violence sociale, soit en rétablissant l'ISF, soit avec d'autres mesures. D'ailleurs, on ne peut que constater que l'État s'enferme dans une logique répressive, avec la loi qui limite le droit de manifester, mais aussi avec l'affaire de Geneviève Leger, cette femme de 70 ans violemment renversée par la police, et avec les déclarations scandaleuses du maire de Nice, de M. Macron et du procureur pour étouffer cette affaire qui est un symptôme évident du mouvement de répression. À cela se rajoutent des assignations à comparaître qui se multiplient pour des messages qui ont été relayés sur Twitter et qui pour certains sont plutôt des blagues stupides que des appels à la violence. Appel à la violence par contre que certains chroniqueurs médiatiques eux n'hésitent pas à faire, mais pour une violence contre les gilets jaunes, et eux personne ne va les incriminer. Alors, que faire? Faut-il utiliser des logiques non violentes ou faut-il se résoudre à l'utilisation de la violence pour mettre en lumière le caractère répressif de l'État? Certains pourront être choqués de ce débat, car de manière générale, comme je le disais, la violence est tabou. Mais laissez-moi vous donner quelques chiffres pour illustrer à quel point les politiques économiques néolibérales engendrent une violence terrible contre la population. Car la violence n'est pas uniquement un combat physique dans une manifestation. Cela peut être beaucoup plus pernicieux par des dynamiques économiques qui exercent une pression sur les travailleurs. Alors écoutez cette liste qui fait froid dans le dos et qui a été publiée dans le numéro d'avril 2019 de Ciné Hebdo avec le titre suivant « La vraie violence en 2018 ». Ce sont donc des chiffres qui récapitulent l'année 2019. Il y a donc eu 9 millions de Français sous le seuil de pauvreté, 2200 manifestants blessés depuis le 17 novembre, 566 SDF morts en 2018, dont 13 enfants morts dans la rue, 4 millions de mal logés, 900 000 SDF, dont 31 000 mineurs, 3 millions de Français qui se privent de produits d'hygiène, 6 millions de chômeurs, 15% de Français qui se passent de chauffage, 4,8 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire et 1 Français sur 5 qui ne mange pas à sa faim. À cela se rajoutent entre 10 et 14 000 morts par an, dues aux conséquences du chômage, selon une étude de l'INSERM, l'Institut français pour la santé et les recherches médicales, donc un institut officiel. Ça fait un peu froid dans le dos tout de même, tous ces chiffres. En comparaison, par exemple, les accidents de la route causent un peu moins de 4 000 morts par an. Ce sont 4 000 de trop, bien évidemment, mais c'est 2 ou 3 fois moins que le chômage. Pourtant, le gouvernement prend des mesures pour la sécuritaire, mais si peu pour enrayer le chômage. On contraint les automobilistes à rouler moins vite, très bien, mais rien n'est fait pour contraindre les entreprises à verser des dividendes à leurs actionnaires. On pourrait presque dire que les dividendes, c'est comme les excès de vitesse, plus il y en a, plus le risque de mort est élevé.
Alors certains diront que je suis de mauvaise foi, nos gouvernants veulent prendre des décisions pour baisser le chômage. Certes, mais leur technique c'est de suivre le modèle allemand et anglais où il y a moins de chômage, mais il faut avoir 2 ou 3 travails à mi-temps mal payés pour pouvoir avoir un revenu correct. Donc la violence du système est énorme et ne peut être comparée aux dégâts occasionnés par les manifestations. Cette dernière violence est juste plus visible, la première est indirecte, insidieuse, mais beaucoup plus mortelle. Voilà, nous avons fait ces 2 constats. Tout d'abord, la non-violence a des impacts très limités, voire nuls sur le changement politique. D'autre part, la violence du système est beaucoup plus importante que celle de quelques casseurs, et surtout elle est implacable. Cependant, et s'il est vrai que les manifestations n'ont aucune influence, ou si peu, à mon sens cela ne veut pas dire qu'elles sont inutiles, car elles permettent de provoquer une réflexion, elles permettent de questionner le statu quo ou les actes des gouvernements. Alors que si personne ne manifestait, eh bien le gouvernement pourrait faire ce qu'il voudrait sans se faire de soucis. Les manifestations sont donc le minimum indispensable à faire pour protester et pour montrer un désaccord. Mais il ne faut pas se leurrer sur leur influence réelle sur les décisions des gouvernements. Tant que cela ne représente pas un intérêt économique ou géopolitique pour le gouvernement en place, alors les manifestations de citoyens ne sont pas prises en compte. Que faut-il faire donc pour que nos dirigeants gouvernent dans l'intérêt premier de la population et non pour les intérêts économiques d'une minorité ? Que faire pour que ces dirigeants prennent des décisions politiques beaucoup plus conséquentes pour réagir à cette urgence climatique, pour freiner l'évasion fiscale, pour limiter la part des dividendes pour les actionnaires, etc., etc. Que faut-il faire pour qu'ils comprennent qu'une démocratie réelle dans le monde actuel ne peut se résumer à une élection tous les 5 ans? D'autant plus que cette élection est biaisée par les médias. Quels moyens d'expression peuvent utiliser les citoyens pour influencer les dirigeants si ces derniers sont sourds à toutes les campagnes non violentes? Que faire face à cette absence d'espace de discussion, de vrais débats démocratiques, face à l'absence de médias traditionnels pour porter les préoccupations des militants? Que reste-t-il? Certes, il y a des médias ou des acteurs sur Internet qui transmettent ces préoccupations, mais ce sont des épiphénomènes qui ne semblent pas avoir d'effet car cela reste très limité. Pour certains militants, une autre solution est d'essayer de prendre le pouvoir par la création de partis politiques, comme Podemos en Espagne, les 5 étoiles en Italie avec le désastre que c'est devenu, ou en France avec la France Insoumise, qui est le seul parti d'opposition qui a une chance. Pourtant, nous avons vu que les médias favorisent le système en place. Macron a été chouchouté, les gilets jaunes sont vilipendés, alors que Marine Le Pen est maintenant portée au nu pour nous préparer un second tour de présidentiel entre Macron et Le Pen. Pour cela, je vous renvoie à la vidéo d'Usul qu'il a faite pour l'émission Ouvrez les guillemets sur ce sujet. Donc, si même l'accession au pouvoir par les unes est remise en cause par le parti pris idéologique des médias, que reste-t-il comme option? Est-ce que Peter Golderloos a raison de défendre l'utilisation de la violence comme technique de revendication? Et je terminerai cet épisode avec cette dernière citation de Gandhi, qui a dit « Je crois vraiment que là où il n'y a que le choix entre la lâcheté et la violence, je conseillerais la violence. Je préférerais que l'Inde eût recours aux armes pour défendre son honneur plutôt que de la voir, par lâcheté, devenir ou rester l'impuissant témoin de son propre déshonneur. » C'est assez clair, à nous maintenant de savoir quelle est la limite de la lâcheté, et jusqu'à quel point sommes-nous les impuissants témoins de notre propre déshonneur. Car l'urgence climatique ne va pas attendre très longtemps. Voilà, on poursuivra cette discussion sur le livre « Comment la non-violence protège l'État » dans le prochain épisode. En attendant, vous pouvez laisser vos commentaires sur ce débat violence-no-violence, vous pouvez le faire sur ma chaîne YouTube Homo Ethicus, vous pourrez retrouver cet épisode. Dans la description de la vidéo, vous trouverez les références du livre de Peter Golderloos, également la biographie de Martin Luther King écrite par Sylvie Laurent que je recommande vraiment, et puis aussi le lien vers la vidéo de Thinkerview avec Jean-Marie Miller si jamais ça vous intéresse, ainsi que celle de Usul et de Ouvrez les guillemets sur Marine Le Pen. Je vous renvoie également vers un article publié dans Reporter écrit par Juliette Rousseau et qui défend des idées similaires à l'auteur. Et surtout, comme toujours, pour commander vos livres, soutenez plutôt vos libraires locaux, plutôt que de commander sur Amazon. Et si vous voulez me soutenir, et ce serait génial si vous le faites, je vous encourage à vous inscrire au podcast et laisser un avis sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez, de préférence en mettant le plus d'étoiles possible, ça permettra au podcast d'avoir plus de visibilité et de trouver de plus en plus d'auditeurs. Et surtout, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Homo Ethicus et comme disait l'autre, Banzai!